Bonjour à tous, merci d'être venus voir mon talk Vol au-dessus d'un nid de vulnérabilité. Alors je vais vous raconter un peu comment j'ai découvert un peu cet univers-là. Et donc ça a commencé fin d'année dernière quand on a eu le client nous a annoncé qu'on allait avoir un audit de sécurité sur le projet. Donc le client il est plutôt sympa, il nous a quand même donné la liste de ce qui allait être audité. Et donc on regarde un peu ce qui nous concerne nous, les côtés dev, côté logiciel. Donc il y avait beaucoup de choses côté infra qui nous intéressent moins. Et côté logiciel, ce qui pêchait un peu, c'était quand même la mise à jour des dépendances. Donc on avait fait une montée de version Java, Spring et compagnie sur le projet, mais ça faisait déjà 6 mois. Et donc on s'est dit, bon, c'est le bon moment pour mettre en place un outil d'automatisation de mise à jour des dépendances. Donc on a mis en place Renovate. Je vais juste expliquer très rapidement ce que c'est, mais c'est comme des PandaBot. L'idée, c'est que cet outil va scanner votre repository à la recherche de mise à jour de vos dépendances, et quand il en trouve, il va vous créer une pull request ou une merge request. Et donc, vous pouvez, voilà, c'est comme ça qu'on met à jour nos dépendances de manière automatique. Donc, on met ça en place sur le projet. Et donc, on livre tout ça en production, et donc on est à jour, on est vraiment sur les dernières mises à jour. Le problème sur notre projet, c'est que comme vous voyez, en fait, on a un composant, là, celui qui est resté en 1.1.0, c'est un composant technique. Et finalement, ce composant, il est technique, il n'y a pas de fonctionnalité, donc le client, il n'est pas forcément enclin qu'on le touche, parce que potentiellement, on va pouvoir introduire des régressions, et même d'investir du temps pour mettre les mises à jour qui nécessitent un peu plus de travail. Et donc, on s'est dit que ce serait quand même bien de trouver un outil qui nous permettait de savoir s'il y avait des vulnérabilités en production. Comme ça, on pouvait aller voir le client et lui dire il y a des vulnérabilités, et donc ce serait bien de leur livrer ce composant. Parce qu'autant Renovate, il est bien là, il le met à jour, mais il faut convaincre le client de le livrer en production. Donc les outils de scan de vulnérabilité, on en est submergé dans notre quotidien de dev. Donc déjà, dans l'IDE, vous pouvez avoir tout un tas de plugins, que ce soit par exemple le plugin Sonar ou ce genre de choses. Des fois, on voit les dépendances qui sont surlignées en jaune, qui nous dit attention, il y a une vulnérabilité dessus. On a des outils d'analyse statique aussi, donc je repense à Sonar, donc il y a une intégration dans vos pipelines, etc. On peut avoir des outils directement sur les pipelines aussi qui dit moi si sur mon conteneur j'ai une vulnérabilité critique, je déploie pas, enfin je le push pas dans un Artifactory par exemple. Et on a aussi les registres d'artefacts, donc comme par exemple si je prends l'exemple de JFrog, ils ont X-Ray qui permet aussi de faire ça. Par contre c'est payant. Et donc il y a des... voilà. Bon, on en est submergé et finalement ça ne répond pas tout à fait à notre besoin. Nous on veut vraiment avoir une vision globale des vulnérabilités des composants qui sont en production. Donc finalement notre besoin c'est quoi? Avoir la vision globale des composants en prod, un outil qui scanne régulièrement les vulnérabilités de nos composants, et cerise sur le gâteau, si on peut être alerté et en plus avoir configuré ça en fonction de la sévérité, ce serait le top. De se dire, si c'est des mineurs, on va peut-être pas le relivrer à chaque fois, on attend une majeure par exemple pour relivrer le composant. Et j'ai pas dû chercher bien loin, finalement, c'est comme ça que j'ai découvert les Software Bill of Material. Donc les Software Bill of Material, c'est tout simplement l'inventaire des dépendances que contient votre logiciel. Donc souvent, il y a l'analogie du gâteau et des ingrédients. Tous les ingrédients que compose un gâteau, c'est un peu le bill of material de la cuisine. Donc je me présente rapidement avant d'entamer. Donc moi, je suis Damien Lucas, j'interviens en tant qu'archi applicatif sur le projet sur lequel j'ai découvert ça. Je suis à OnePoint Bordeaux depuis maintenant 12 ans et vous retrouverez mes slides sur le GitHub. Donc le programme de Stalk, on va commencer par voir d'où vient les Software Bill of Material. Pourquoi ça, d'où ça sort, qui a créé ça, d'où vient le besoin. Ensuite, on verra les outils de génération, comment on génère un Software Bill of Material. Bon, c'est bien beau de le générer, il faut aussi l'exploiter, donc on va regarder aussi un petit coup d'œil aussi sur les outils qui permettent de les exploiter. Et enfin, je me suis rendu compte que l'univers était beaucoup plus large, et donc on abordera ça dans la dernière partie. Et donc c'est parti pour l'émergence des Software Bill of Material. Donc SolarWinds, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est une entreprise américaine qui fait du monitoring d'infrastructures réseau, c'est un peu comme du Zabbix.
Et donc, ils développent tout un tas de logiciels qui s'installent directement chez les clients. Et on est en 2020, ils ont beaucoup de clients, c'est une entreprise plutôt prospère. Et fin 2020, il y a des pirates qui réussissent à s'infiltrer dans leur réseau. Et vu qu'ils ont accès au réseau, ils vont commencer à avoir aussi accès à l'environnement de build, au pipeline. Et ils vont s'amuser à introduire du code malveillant dans la future mise à jour de SolarWinds. Donc leur logiciel, c'est un modèle c'est basé sur de la mise à jour automatique. Donc tous les clients qui ont du SolarWinds chez eux, ils reçoivent la mise à jour de manière automatique. Et donc, ils se font attaquer. Bilan de l'attaque, il y a 18 000 clients qui sont touchés aux États-Unis, il y a 9 agences gouvernementales. Perte de réputation et de confiance, forcément, parce que l'attaque, elle a été rendue publique. Donc, perte de clients. Et sur le bilan comptable de l'année suivante, ils ont estimé une perte de 40 millions de dollars. Donc l'entreprise, elle existe encore, hein, ils sont remis de ça. Mais il y a quand même eu un point positif dans cette attaque. Le point positif, c'est qu'en mai 2021, il y a le décret sur l'amélioration de la cybersécurité nationale qui sort aux États-Unis, donc sous l'ère Biden. Et donc, dans ce décret, on va explicitement dire il faut que les fournisseurs de logiciels produisent des software bill of material. Et ils vont même plus loin que ça, c'est qu'ils vont le rendre obligatoire pour tous les fournisseurs de logiciels qui sont installés dans les agences gouvernementales des États-Unis. Donc là, par exemple, vous avez, alors je ne sais pas ce qu'ils ont, mais si on imagine du Word, du Microsoft, du Teams, du Google, tous ces outils-là, toutes les grandes boîtes ont dû passer le pas et rendre ça obligatoire. Donc l'idée, c'est quoi? C'est être transparent sur les dépendances qui sont utilisées. C'est montrer patte blanche, c'est dire, ok, moi dans mon logiciel, voici les dépendances. Et surtout quand on sait qu'il y a eu des études de la Linux Foundation ils estiment qu'il y a entre 70 et 90% des dépendances qu'il y a dans nos logiciels sont composées essentiellement de dépendances open source. 70% à 90%, donc ça reste quand même énorme. Donc, il dit, il faut sécuriser la chaîne d'approvisionnement logiciel. Donc, pour qu'on soit d'accord sur ce que c'est exactement la chaîne d'approvisionnement logiciel, c'est quoi? C'est l'ensemble des processus et outils du développement au déploiement du logiciel. Donc là, c'est vraiment très très large. Et donc nous, ce qui va nous concerner au moment du développement, ça va être notamment les outils qui vont builder l'application. Ça va être les dépendances qu'on utilise dans notre software. Ça va être aussi comment le logiciel il est testé, comment il est distribué, comment il est déployé, etc. Et comment il est maintenu aussi. Donc c'est très très large. Et donc, sécuriser via l'utilisation d'un software bill of material, en fait, en mai 2021, vu qu'il le dit explicitement, c'est qu'il y a déjà des groupes de travail qui ont réfléchi et qui réfléchissent depuis quelques années. Et quand on commence à s'intéresser à ça, en fait, on tombe très vite sur deux normes. À gauche, on a la Linux Foundation qui produit la norme SPDX, et à droite, vous avez l'OWASP qui va produire la norme CycloneDX. Et donc, c'est le premier choix que vous allez être amené à faire quand vous allez vouloir produire des software bill of material. Si on regarde un peu naïvement les recherches sur Google des termes SBOM, CycloneDX, SPDX, on peut voir quelque chose. Alors déjà, SPDX, ça existe depuis un petit moment déjà, depuis 2011. On voit un petit gain de popularité en 2015. Mais 2021, là, on a la ligne qui montre bien que ça y est, ça commence à exploser, surtout aux États-Unis. En France, on n'est pas encore, on en est loin. Je l'ai pas mis, mais c'est vraiment un peu ras des pâquerettes, comme on dit. Donc voilà, et donc on voit aussi CycloneDX qui apparaît mai 2021 SPDX. Donc on va faire un focus rapide sur chacune de ces deux normes. On commence par la Linux Foundation SPDX. Donc ça a été créé en août 2011. Initialement, c'est orienté licence. Donc là, on ne parle pas du tout de bill of material, c'est orienté licence. En gros, c'est de la gestion de licence. J'y reviendrai plus tard, mais c'est de la gestion de licence dépendances que vous utilisez et des dépendances de votre logiciel. C'est par la suite, quand ils vont passer sur la V2 de la norme, qu'ils vont vraiment s'orienter bill of material. C'est une norme ISO depuis septembre 2021, donc peu de temps après le décret, ils sont certifiés ISO, et ça va rassurer certaines boîtes, des grosses boîtes comme Microsoft notamment,
Et ils vont, elles ont fait le choix de prendre plutôt, SPDX. Donc on a Microsoft, Siemens, Sony, GitHub. Il y en a encore plein d'autres. C'est pour vous donner un petit exemple. Donc concrètement, la norme SPDX, c'est quoi? Donc c'est décrit par un fichier. Donc là, c'est au format JSON. Il existe aussi au format YAML. Il y a aussi du key value ou du RDF XML. Alors l'idée, c'est pas que ce soit lu par un humain, mais on parcourt vite fait les concepts. En fait, on va avoir des métadonnées. Donc le composant qui est en train d'être analysé. Voilà. Donc là, j'ai pris, pour ceux qui connaissent un peu Spring, j'ai pris PetClinic, c'est le projet bateau de Spring. Dans SPDX, tout est package. Donc tout est package. Donc là, quand on veut décrire, là par exemple, on voit que le projet PetClinic, il est identifié en tant que package. Et on voit ligne 14 qu'il a une référence, c'est la référence numéro 1. Et donc là, je ne vous l'ai pas mis en entier, mais je vous ai mis une dépendance, par exemple, la dépendance à Spring Boot. On voit ligne 23 que c'est l'identifiant numéro 2. Une fois qu'on a décrit tous les packages, on décrit les relations entre ces packages. Et donc là, je vous en ai mis 2. C'est la relation pour identifier que le package root, c'est que PetClinic, on voit qu'il y a une relation ligne 34 avec le chapeau, quoi, le document. Et je vous ai mis la deuxième relation entre la 1 et la 2. Donc voilà. Donc c'est pas forcément très très clair. Maintenant, passons à l'OWASP et CycloneDX. C'est beaucoup plus récent, mars 2018. Dès le début, c'est orienté Bill of Material. Et ça, on va en parler plutôt vers la fin de la conf, mais vous allez voir que ça a une incidence. Ils ont la norme ECMA. Donc ECMA, c'est les normes qui sont liées à l'informatique, plus précisément que l'ISO. Depuis juin 2024, donc c'est tout récent. Et donc là, ils sont en train de s'appuyer sur la norme ECMA pour essayer d'avoir la norme ISO. La norme ECMA, c'est quand même ce qui est bien, et c'est ce qu'ils disent, c'est que même eux, ils le disent, ils sont Community Driven Specification. C'est-à-dire que si vous voulez intervenir ou si vous voulez échanger avec eux, si vous voulez participer à la norme, c'est très ouvert. Ils ont un Slack, vous pouvez discuter avec les créateurs de cette norme-là, et c'est très accessible. Là où côté SPDX, avec une norme ISO, c'est beaucoup plus rigide, et honnêtement, je sais même pas qui se cache derrière, à part que ce soit la Linux Foundation. Alors que là, on a vraiment des gens à qui on peut discuter. Côté entreprise, donc j'en ai mis d'autres aussi, c'est des grands groupes, IBM, Spotify, GitLab, il y en a encore plein d'autres. Pour que ça vous parle un peu plus, donc je vous ai aussi montré un exemple de PetClinic, mais fait avec CycloneDX. Donc on retrouve des métadonnées où on va voir par quel outil a été généré le SBOM. Là, on est toujours dans les métadonnées. Donc les métadonnées du document, on va retrouver le composant qu'on est en train d'analyser, le PetClinic. Et là, on voit qu'il récolte un peu plus d'informations, par exemple d'où il a été cloné, le repo, etc. Dans CycloneDX, tout n'est pas package, tout est composant. Donc là, on va avoir le composant Spring Boot, donc c'était la dépendance de tout à l'heure. Encore une fois, j'ai tout épuré parce que il y a vraiment énormément de lignes. Et enfin, à la fin, on a les dependencies. Et donc là, pour ceux qui sont un peu familiers avec du Spring, par exemple, on va vraiment retrouver toutes les dépendances qui sont dans le POM. Bon, voilà. C'est pas très intéressant parce que c'est pas fait pour être lu par un humain, c'est vraiment fait pour être lu par des machines. Donc il y a deux autres formats supportés par CycloneDX, XML Protobuf. Et enfin, il y a plein d'outils qui permettent de passer de CycloneDX à SPDX et vice versa. Donc voilà, si jamais vous êtes enfermé dans une norme ou si vous ne savez pas trop quoi prendre dès le début, vous pouvez, voilà, c'est pas un choix, c'est un choix sur lequel vous allez pouvoir revenir. Ok, donc on a vu d'où vient les Software Bill of Material. On va voir maintenant comment les générer et quels sont les outils. Avant de voir les outils, il y a quelques considérations à prendre en compte. Premièrement, est-ce qu'on veut utiliser un outil qui est externe à votre application? Donc j'entends par là, vous n'avez pas besoin de modifier le composant, rajouter un plugin ou quoi que ce soit. Si par exemple vous y mettez demain, vous avez une flotte de 1000, 5000 applis, vous allez peut-être vouloir utiliser un outil externe pour déployer à grande échelle. Vous n'allez peut-être pas vouloir modifier tous vos composants. À l'instar, vous pouvez aussi vous dire, bon bah moi j'ai pas beaucoup de composants, je peux aller les modifier, je peux rajouter des plugins, il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai plusieurs technos aussi sur mon projet? Est-ce que j'ai une entreprise où j'ai du Rust, du Quick,
du Spring, voilà. Et donc il y a des outils qui sont orientés multi-techno et d'autres qui sont spécifiques. Est-ce que je déploie avec des conteneurs? Je vais vous le montrer juste après, mais il y a des outils conteneurs, il y a des outils analyse de dépendance. Et enfin, ce n'est pas vraiment une considération, mais on veut que ce soit intégrable facilement dans une CI. Et tout ce que je vais vous montrer, c'est intégrable facilement dans une CI. Donc CycloneDX, ils sont sympas, ils ont ce qu'ils appellent le Tool Center. Et je ne sais pas si vous voyez très bien, mais quand on voit le nombre de tools, ils en recensent déjà chez eux 250. Qui permettent, qui gravitent autour de l'univers des software bill of material, donc c'est déjà énorme. SPDX, ils en recensent 50, donc on est déjà à 300. Et donc, je n'ai pas fait un bench des 300 outils, mais par contre, je vais essayer de vous montrer les plus populaires ou les plus reconnus à l'heure actuelle. Donc on va commencer par les outils externes, donc ceux où on n'a pas besoin d'aller modifier notre code. Donc il y a Sift qui est préconisé par GitHub et Bitbucket. Alors quand je dis préconisé, c'est que quand vous allez vous taper GitHub SBOM, vous allez vous retrouver sur la page de GitHub qui vous dit bon bah voilà nous ce qu'on a d'intégré, voilà la GitHub Action et ça va se faire tout seul. Et il y a des exemples après. Côté GitLab, c'est Gemnasium et Thrivy. Alors Sift c'est open source. Gemnasium ils l'ont racheté, mais ils l'offrent gratuitement dans GitLab. Thrivy c'est open source. On a Docker Scout aussi. Alors ça, c'est pas gratuit pour tout le monde. Si vous êtes dans un environnement open source, c'est gratuit. Mais voilà, il y a peut-être des entreprises où vous êtes déjà dans l'écosystème Docker. Donc j'ai trouvé ça intéressant de vous montrer que Docker Scout, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est bien intégré aussi dedans. On a CDXGen, donc ça vous allez le voir dans pas mal de slides, c'est l'outil de l'OWASP qui fait vraiment énormément de choses. Une command line. Et enfin, SBOM Tool de Microsoft aussi, qui est open source. Comme je vous l'ai dit, Microsoft, ils ont très rapidement choisi SPDX et c'est devenu un peu, leur outil est devenu un peu un standard pour générer des SBOM au format SPDX. Donc je vous montre un peu quelques outils. Donc Docker Scout, c'est une CLI, command line. Donc là, on peut voir que déjà, on peut, via la command line, lui donner une image et il va la scanner. Et il va nous sortir, donc là pareil je l'ai un peu épuré, j'en ai juste sorti une vulnérabilité. Là il nous fait le récap en fonction des sévérités qu'il a trouvées. Et il peut même, il y a une commande recommendation qui va nous permettre de dire ok comment fixer, comment monter les dépendances, etc. Donc nous ce qui nous intéresse c'est générer des software bill of material pour l'intégrer dans notre CI par exemple. Et donc c'est cette commande là, sbom-format. On peut le faire aux deux formats. Les GitHub Actions, donc quand je vous l'ai dit, vous rajoutez ça dans votre projet et il va générer directement un SBOM. Donc ça, il s'appuie sur Sift derrière. C'est pareil, je ne sais pas si vous vous êtes déjà amusé à aller sur l'onglet Insight. Donc vous allez sur n'importe quel repo GitHub public, vous allez dans l'onglet Insight, ensuite Dependency Graph, et il y a un bouton Export SBOM. Donc ça, en fait, ça y est depuis des mois. Je ne sais pas si c'est depuis des années, mais en tout cas, voilà. Vous avez un doute, vous voulez regarder à quoi correspond un SBOM, vous pouvez y aller assez facilement. Ça vous le fait au format SPDX. Si vous voulez intégrer dans une CI aussi, en fait, ça c'est une extension à la CLI, la command line GitHub. Donc vous pouvez aussi l'ajouter comme ça. On passe côté GitLab, donc avec Gemnasium, je vous l'ai dit. Donc là, c'est avec du scan de dépendance de vos projets. Donc là, vous rajoutez en fait, ils offrent un template qui le fait pour nous. Donc on rajoute ça et ça va le générer. Si on veut scanner un conteneur, donc là, il faut lui donner un peu plus de paramètres, bien sûr. Il faut lui donner où est stocké l'image, le registry, les user mot de passe, etc. Donc voilà, mais ça, encore une fois, ça s'intègre très facilement. Et donc là, vous allez peut-être vous dire, ok, alors on scanne les dépendances, on scanne le conteneur, du coup je vais avoir deux SBOM pour mon application. En fait, on peut les merger. Donc il y a des CLI, pareil, il y a des command line, donc la CDXGen, donc là par exemple, donc on va mettre les deux templates. Là j'utilise la CycloneDX CLI. Et donc là, bon, c'est pas forcément intéressant, ça se récupère comme ça, mais de la ligne 11 à 14, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer tous les fichiers qui ont SBOM dans leur nom et on va en merger en un seul. Donc ça va vous permettre d'avoir, si vous déployez votre application en tant que conteneur, vous allez être beaucoup plus fin sur les vulnérabilités de votre composant. Et je vais l'illustrer aussi avec ce tableau, c'est qu'en fait, quand on est sur les scans de dépendance, on va avoir les métadonnées du composant, on va avoir toutes les dépendances logicielles,
Et vous voyez sur la droite, quand on scanne le conteneur, on va aussi scanner la partie infra, si je peux le dire comme ça. Donc l'image de base, toutes les couches, les paquets de l'OS, et aussi les logiciels installés, j'entends par là tout ce qui est runtime d'environnement pour exécuter nos logiciels. Donc voilà, donc en fait c'est complémentaire et donc c'est important de faire les deux si vous déployez en tant que conteneur. Je fais une petite aparté aussi, c'est que vous pouvez, si vous avez un parc de VM, il y a aussi un outil qui s'appelle distro to SBOM, et en fait vous allez pouvoir générer des SBOM de vos VM par exemple. Et donc vous allez pouvoir voir si vos VM elles sont à jour, et donc vous allez générer des SBOM, et vous allez voir comment on les exploite, mais vous pouvez aussi jeter un œil sur votre infra grâce à ça. Donc là je vous ai fait un petit récap, l'idée c'est pas de tout lire, hein, je donne les slides, mais c'est pour vous dire aussi que ça coche pas tout. Il n'y a pas un outil qui coche tout en réalité, bon même si c'est DXGen il est pas mal. Mais ce que je veux dire aussi par là, c'est qu'il y a des inconvénients à utiliser des outils externes. Et je vais vous en donner deux. Le premier, c'est qu'il y a des dépendances, alors selon votre langage et selon votre package manager, il y a des dépendances qui sont utilisées uniquement lors du build. Et donc ça, c'est des dépendances qui potentiellement ne sont pas présentes dans votre descripteur de dépendance. C'est la dépendance en elle-même qui va faire appel à d'autres dépendances. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on ne va pas forcément les retrouver dans le software bill of material à la fin. Un autre cas aussi, c'est par exemple les dépendances qui ne sont pas utilisées. Donc on prend un exemple où on va rajouter une dépendance dans notre descripteur de dépendance, mais on ne l'utilise pas du tout. Donc vous allez dire c'est un peu bête, hein. Mais on va le retrouver dans le software bill of material. Alors que des langages comme JavaScript ou si on prend du Rust, ils font du tree shaking et ils vont virer tout le code qui n'est pas utilisé. Donc dans la réalité, on n'aura jamais la fameuse dépendance qui est réellement utilisée, mais par contre, elle pourrait ressortir dans un software bill of material en fonction de l'outil que vous allez utiliser. Donc c'est pour ça que ce que je préconise plutôt, c'est d'utiliser, si vous le pouvez, des outils intégrés dans vos applications directement. Peu importe votre langage, parmi les 300 outils que je vous ai dit qui existent, il y a tous les langages et tous les frameworks sont couverts. Donc je viens du monde Java, donc je vous donne juste comme ça un exemple pour du Java. Donc il y a un plugin Maven ou Gradle qui est offert par CycloneDX qui permet de faire ça. Il est officiellement supporté depuis Spring Boot 3.3.0. Je vous mets aussi la date, c'est pour vous montrer à quel point c'est pas si vieux que ça, hein. Mai 2024, ça fait quand même moins d'1 an que c'est officiellement supporté par Spring Boot. Je donne un autre exemple, Quarkus, la création de l'extension c'est août 2024, donc c'est aussi très très récent. Et donc là, si vous utilisez quelque chose qui est dédié à votre framework, par exemple, vous allez avoir des software bill of material beaucoup plus pertinents. Donc c'est bien de l'avoir généré, il faut idéalement aussi signer son software bill of material. Donc là on est sur de la signature de fichier classique. Donc CDXGen ils proposent aussi, leur command line ils permettent de le faire avec la génération de clés publiques-privées, on signe le software bill of material. Il y a aussi Cosign qui est très utilisé. C'est open source, c'est Sigstore qui se cache derrière. Et pourquoi c'est sympa, c'est parce que en gros, c'est une autorité autonome, on va dire. Vous allez pouvoir le signer. Enfin, c'est eux qui vont gérer ça un peu pour vous. C'est déployé en tant qu'autorité en dehors de chez vous. Ok. Donc, on a vu comment les générer. Et donc, on va voir comment maintenant les utiliser. Donc, c'est déjà bien. On l'a fait sur tout notre parc applicatif. Et on va voir ce qu'on peut faire avec. Donc, encore une fois, je vais vous parler très rapidement de Docker Scout parce que je pense que ça vaut le coup si vous êtes dans cet univers-là. Et je vais surtout vous parler de Dependency Track. Honnêtement, il n'y a pas d'autres. Enfin, alors il y en a un ou deux autres que j'ai vus, mais ça vaut. Ils sont très loin derrière de ces deux outils en termes d'exploitation des software bill of material. Donc là, j'ai juste mis des captures d'écran. Donc, vous allez vous connecter sur. Donc là, c'est chez eux, hein, c'est sur Docker Scout, c'est en ligne. Vous pouvez enrôler votre propre registre d'images hein, si vous n'êtes pas sur le Docker Hub. Donc là par exemple, là on arrive dessus, c'est la vue dashboard, donc là c'est la vue agrégée de toutes les images que vous avez scannées. Et quand on fait le focus sur une image en particulier, donc on va retrouver toutes les vulnérabilités en fonction de leur sévérité, il y a des contrôles sur les licences,
Vu que c'est Docker, il donne aussi, on peut créer des règles où on va pouvoir dire par exemple l'image elle est encore en route. Donc voilà, il peut mettre des petits warnings ou ce genre de trucs. Donc voilà, bon, allez jeter un œil si vous êtes dans cet écosystème, sinon on parle de Dependency Track. Donc Dependency Track, c'est un outil qui a été créé en 2013. Donc déjà, c'est un outil plutôt mature. Il a bientôt 12 ans. C'est open source et c'est développé par le WASP. Donc j'ai repris leur plaquette. Donc si on regarde ensemble rapidement, donc on voit que ça ingère du SBOM au format CycloneDX. Je vous l'ai dit, hein, si vous avez du SPDX, vous le convertissez et vous le mettez là-dedans. Il s'interface avec tous les registres qui sont à jour en termes de vulnérabilité, les fameux CVE. Ici, il va pouvoir aussi s'interfacer avec n'importe quel repository. Donc ça, je vais vous le montrer. Il va permettre de vous montrer en live les dépendances qui sont à jour ou pas. Tout en haut à droite, ça c'était ce que je vous avais dit, un peu la cerise sur le gâteau, c'est la partie alerting. C'est qu'en fait, il arrive avec plein d'interfaces, avec du Slack, du Mattermost, du Teams, du Mail, etc. On a ensuite, donc il y a une API disponible. Donc on va pouvoir, c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi interagir de manière automatisée avec nos pipelines via le contrat d'interface. Il y a un plugin Jenkins. Et enfin, la dernière partie, ça je ne vais pas vous en parler parce que ce n'est pas le but du talk, mais il s'interface aussi avec des outils beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus globaux en termes de sécu. Enfin, c'est des outils un peu plus qui ne concernent pas que les software bill of material. Et donc on va faire une petite démo. Alors je vais me repasser en miroir parce que sinon ça va être compliqué. Donc je vais vous montrer l'outil Dependency Track. Alors normalement je suis déjà authentifié dessus. Comment? Ouais, c'est que c'est un peu long, ouais. Alors. Ok. Donc voilà, donc c'est pareil. On arrive, on a une vue dashboard. Donc là on voit qu'on a tout un tas d'outils, tout un tas d'options. Et je vais essayer de passer en revue les plus intéressantes. Alors le light mode, bonne question. Alors, non mais peut-être. Ouais, alors attends, je vais essayer. Ah ouais. Alors ça se ferait où? Ah, alors j'ai un petit problème. Est-ce que j'ai lancé l'image? Alors j'ai mis ça où? Excusez-moi du coup. Mince, j'ai mis ça où? Dependency track. Non, mais là, non, c'est que là, du coup, j'ai pas. Apparemment, le conteneur, il a l'air fatigué. Comment je peux redémarrer ça rapido? Ouais. Alors, le front, il avait l'air d'être up. Alors, ça marche toujours, bien sûr, quand. Ah, mais attends, mais il me faut peut-être Internet aussi. Comment? Je me demande, ouais. Ah, j'ai Internet. Alors, excusez-moi. Je peux débrancher vite fait le. Ok. Le fameux effet démo. Ça tombe bien, j'avais du rab à la fin, donc si vous avez des questions, on peut les anticiper.
Alors j'ai l'ordi qui a freeze en plus. Yeah. Mais la démo est bien, vous allez voir. Ah, j'ai l'ordi qui a freeze total. Ah, c'est bon, ça revient. Putain, j'ai l'ordi en PLS. C'est bon, ça revient. Parce qu'en fait, il a besoin d'internet parce que justement, il va aller scanner les. Justement, je vous ai dit qu'il est interfacé avec tous les registres qui permettent de voir les vulnérabilités et donc ça lui permet. Enfin, lui, dès qu'il se connecte, il va vérifier s'il a accès à tout ça. Bah après, c'est que j'avais chargé des bombes. Puis je me demande si la connexion, elle est peut-être. Je sais pas si elle est bien. Je suis sur le réseau Tour. Enfin, sur le UT Spot, ouais. Euh, Non, mais j'ai internet, mais c'est qu'il a l'air de ramer. Bon, en vrai, si vous avez des questions, allez-y, hein. Aïe, aïe. Ouais, merci. Ouais. Ouais. Je ne sais pas du tout. En fait, le SBOM, l'idée, ça va être vraiment de le générer. Bon, de toute façon, je pense que la démo, elle est foirée. Mais je vais le montrer. L'idée, c'est qu'il soit figé en fonction de votre artefact. Et après, de l'ingérer dans des outils qui permettent de, comme des dependency track. En fait, le problème avec Nexus, après, je ne connais pas Nexus, mais je pense que c'est comme JFrog, Artifactory. C'est un peu Ah, pardon, Nessus. Ah non, non, je connais pas du tout. Mais peut-être qu'il y a une interface avec ça. Bon, alors, pas de démo. Désolé. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Donc ça va être, va falloir se l'imaginer. Je suis désolé. Donc, alors je remets mon écran. Donc là, vous voyez. Comment? Pas démo. Démo, pas démo. Ok. Donc là, vous voyez quoi? Vous voyez ça.
Ok, désolé. Donc il y a quand même donc imaginez un graphe. En fait, on va pouvoir aller voir. Donc on va ingérer nos différents SBOM dans Dependency Track. Donc on va avoir des projets. On va avoir une répartition des différentes vulnérabilités en fonction d'un score. Il s'appelle ça l'EPSS. Donc ça c'est assez marrant. C'est le système de score de prédiction d'exploitation. Donc c'est la probabilité qu'une vulnérabilité logicielle soit exploitée dans la nature. Donc par exemple, j'avais un exemple d'une vulnérabilité degré sévérité 7, mais avec un EPSS à 7,5 par exemple. Et donc en fait, vous allez avoir un nuage de points qui se dégage en fonction du score d'exploitation. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, par exemple, cette vulnérabilité, il y a un kit d'attaque qui a été fourni, elle est hyper bien documentée, et toutes ces choses-là font que potentiellement, non seulement vous l'avez chez vous, mais en plus, les attaquants, ils peuvent facilement l'utiliser. Donc ça, c'est quelque chose qui est sympa, le PSS. On a aussi la possibilité de faire de l'audit. Donc il y a tout un pan sur l'audit. Donc par exemple, vous allez pouvoir dire, ok, moi j'ai toutes ces vulnérabilités là dans mon logiciel, mais je vais pouvoir dire, celle-ci c'est un faux positif, celle-ci c'est on est en train de la traiter, etc. Et donc si le client, enfin si quelqu'un, oui, le client qui utilise votre logiciel a besoin du software bill of material, en parallèle, vous allez aussi pouvoir lui donner votre audit en lui disant, donc ça c'est via une norme aussi, vous allez pouvoir attacher au SBOM votre audit et dire ça c'est un faux positif, etc. Il y a aussi une recherche par CVE. Donc là on se replonge un peu il y a quelques années maintenant sur la faille Log4Shell. Log4Shell, ça a été un peu, moi je vois, donc je travaille en ESN, donc on avait beaucoup de clients qui se sont dit, ok, alors comment on arrive à savoir si on a la version Log4j 1. quelque chose dans notre parc applicatif. Donc souvent ils demandaient à toutes les équipes de dev de rechercher un peu à la main, et ils avaient aussi côté infra où ils faisaient du find, ils cherchaient le jar un peu sur tous les serveurs. Bon, si vous avez vraiment tous les SBOM d'ingérer dans votre dependency track, vous recherchez la CVE, et donc là vous ne le voyez pas, mais il y a un onglet tous les projets qui sont affectés. Et non seulement c'est les projets, mais c'est aussi les versions des projets. Donc si vous étiez infecté sur votre 1.2.3 et que ensuite la 1.2.4 elle n'est pas infectée, du coup c'était bon. Donc ça aussi, recherche de CVE, c'est hyper intéressant pour toute la partie, pas forcément pour les devs, mais pour tous ceux qui gèrent la cyber dans les entreprises. On va aussi pouvoir se créer des règles. Donc je parlais d'alerting. Il y a une interface qui permet de créer des règles assez facilement. Donc par exemple sur une sévérité, donc ça c'est plutôt simple, en fonction du score de PSS, le fameux. On va aussi pouvoir se créer des règles sur les licences. Donc je parlais un petit peu de la gestion des licences. On va pouvoir voir se faire une alerte si on a de la contamination de licence. Donc ça, qu'est-ce qu'on appelle contamination de licence? C'est quand, par exemple, il y a eu des contaminations assez connues de BuzzyBox. Pour ceux qui connaissent, BuzzyBox, c'est un utilitaire Unix donc c'est un exécutable qui contient une quinzaine d'utilitaires, enfin une dizaine d'utilitaires Unix. Et donc, cet utilitaire, il est assez utilisé et il est déployé souvent sur du petit hardware type routeur, par exemple. Et en fait, il y a des entreprises, il y a des fabricants d'hardware qui ont intégré BuzzyBox dans leur soft, dans leur logiciel. Et le problème de BuzzyBox, c'est qu'il est en licence GPL. Et la licence GPL dit quoi? Si on intègre une dépendance GPL dans notre projet, on doit changer la licence et elle doit devenir GPL. Et ça oblige à rendre le code open source. Donc en fait, il y a eu plein d'entreprises qui se sont fait avoir là-dessus, où soit ils ont dû enlever BuzzyBox, soit ils ont dû rendre open source leur logiciel. Donc ça, voilà, ça c'est ce qu'on appelle la contamination de licence, et donc on va pouvoir se faire de l'alerting sur, attention, dans ton SBOM, tu as rajouté une licence GPL, et donc il faut l'enlever. Ensuite, il y avait toute une partie aussi sur les paramètres. Là, il y a un scheduler forcément derrière qui va aller vérifier si vous avez des vulnérabilités. Donc par défaut, c'est sur du 24 heures.
Et donc après, il y avait aussi toute la partie intégration avec, il y a des templates tout près de mail, de Teams, voilà, tout un tas de choses. Donc voilà. Donc désolé pour la démo, mais je vous invite à aller voir. En fait, du coup, je pourrais enchaîner. Ils fournissent un Docker Compose. Donc on se rend compte que c'est finalement un front et un back. Je l'ai un peu épuré pour que ce soit un peu plus simple. Mais voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc vous prenez le Docker Compose, vous l'exécutez sur votre machine, et comme je vous ai montré, par exemple, si vous n'avez pas de SBOM sous la main, vous allez sur GitHub, vous prenez des projets publics, vous faites export SBOM. Il y a de l'upload manuel aussi depuis Dependency Track, et vous allez pouvoir très rapidement vous amuser avec ça, et vous faire un avis vu que j'ai pas pu vous le montrer. Je réinsiste bien. Donc par défaut, c'est une base H2. Bien sûr, vous pouvez mettre une base Postgre par exemple derrière, ou n'importe quel type de base. Et voilà, vous mettez ça en prod. Donc là, bon, juste pour vous dire que à la fin de notre pipeline, donc c'est surtout au moment de la release qu'il va falloir générer le software bill of material. On veut vraiment un software bill of material pour une release. Et voilà, et c'est comme ça. On peut push ça dans un artefact, un registre d'artefacts, pour garder une trace. Et ensuite, on peut le mettre dans Dependency Track. Donc pour ça, je vous ai dit qu'il y avait un plugin Jenkins, mais je vous ai aussi montré qu'il y avait une API derrière. Donc là, c'est un exemple de post. Vous allez pouvoir, il y a une URL, /v1/bom, et vous mettez le software bill of material. Donc je n'ai pas détaillé toutes les commandes, mais du coup, plus vous allez préciser par exemple le projet, etc., et vous allez ça va se mettre au bon endroit dans Dependency Track. Donc voilà pour la partie Dependency Track. Donc comme je vous l'ai dit, finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que les software bill of material. En fait, vous allez voir que, donc ça c'est CycloneDX, ils se disent full stack BOM. Et vous allez aussi voir le terme XBOM. Donc comme je vous l'ai dit au début, ils sont orientés quand ils ont réfléchi à comment normer ça, un bill of material. Dès le début, ils se sont dit qu'il ne faut pas se cantonner qu'au software. Et vous allez voir que tout ce que je vais vous présenter par la suite, c'est des déclinaisons du software bill of material. Et que ça vient de CycloneDX, ça vient de CycloneDX. Donc là, par exemple, on a le software as a service bill of material. Donc ça, vous pouvez le générer avec CDXGen, encore une fois. Ça, c'est quoi? C'est qu'il va aller regarder votre composant, votre application, et il va essayer de voir toutes les dépendances qui ont besoin d'un SaaS. Donc par exemple, une base de données, si vous avez une dépendance sur une base de données, si vous avez une dépendance sur une API de paiement, Stripe ou ce genre de choses, si vous avez un Kafka. Donc toutes les dépendances qui ont besoin d'un SaaS, alors ce qu'ils appellent SaaS, ça peut être retranscrit dans un Software as a Service Bill of Material. Il y a aussi les cryptographies Bill of Material. Donc il y a des outils qui vont permettre de recenser tout ce qui est algorithme de chiffrement, certificat, clé, signature. Donc tout ça, ça va être, encore une fois, ça va être de l'analyse de votre code. Ils vont générer un cryptographie Bill of Material. Si je rentre dans le détail, il y a deux outils surtout. Il y a CBOM-Kit qui vient d'IBM. Et encore une fois, c'est CDXGen qui permet de le faire. Concrètement, donc là pour le coup, c'est assez récent. Il n'y a que pour du Java et du Python. Pour du Java, par exemple, ils peuvent scanner et entre guillemets comprendre. Ils connaissent les API de JCA et de Bouncy Castle. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment que la dépendance elle soit connue. Si vous faites un chiffrement un peu à la mano, ça ne va pas ressortir dans le cryptographie Bill of Material. Mais du coup, ça aide à la migration cryptographique post-quantique. Ça, c'est souvent, on le voit très associé aux cryptographies Bill of Material. C'est qu'avec l'arrivée du quantique, et potentiellement on voit des POC ils arrivent à casser des clés plutôt sécurisées. Si déjà vous avez recensé dans toutes vos applications ce que vous avez en termes d'assets cryptographiques, vous serez plus armé et vous pourrez aussi voir si vos chiffrements ils sont assez forts ou pas quand le quantique va arriver. Mais encore, donc là je vous ai montré, je vous en mets d'autres, il y a les hardware bill of material. Donc là par exemple on est vraiment sur du hardware, donc on va pouvoir recenser les firmware, entre autres.
On a tout ce qui est formulation. Formulation, c'est comment a été construit le composant. Donc ça va être via quelle pipeline, quelle version de votre GitLab, quelle version de runner, etc. Plus il y a d'informations, et potentiellement on pourra recréer l'artefact à la fin avec toutes les informations qu'on peut mettre là-dedans. Les machine learning BOM, donc là par exemple on va pouvoir décrire les assets sur lesquels a été entraîné le modèle. Et vous voyez qu'il y a encore énormément de choses. Mais ça c'était plutôt ce qui nous concerne nous dans la partie développement logiciel. SPDX dans tout ça, eux, clairement, et quand on regarde un peu, quand on s'intéresse au sujet, ce qui se dit, c'est qu'ils ont récupéré un peu les fonctionnalités de CycloneDX. Donc autant avant, ils sont plus anciens, mais par contre, ils sont un peu, et de par leur conception de la norme, ils récupèrent un peu les fonctionnalités de CycloneDX. Eux, ils fonctionnent avec des profils, donc vous allez, plutôt que d'avoir un cryptographie bill of material, vous allez avoir un profil sécurité, vous allez avoir un profil, enfin voilà, différents types de profils. Mais clairement, ils s'inspirent. Donc voilà, donc on a fait le tour de ce que j'avais à présenter, sauf la démo. Et donc je vais conclure. Donc que dit l'Europe dans tout ça? Parce que donc là pour l'instant je vous ai uniquement parlé de ce qui se passait aux États-Unis. Donc on a NIS 2 qui a été voté, donc ça a été créé en 2020, voté en 2022. Donc c'est une directive européenne. Ils insistent sur la nécessité de pouvoir gérer une crise cyber, grosso modo. De ce que j'ai compris. Ils ne disent pas exactement comment s'y prendre, etc. Il faut juste que les entreprises soient à même de gérer les risques. Par contre, en 2022, il y a le Cyber Resilience Act qui est sorti. Donc ça n'a pas encore été voté. Mais par contre, ça stipule clairement que les fabricants doivent fournir des informations sur les composants logiciels de leurs produits. Donc, sans le dire explicitement, on est clairement dans le Software Bill of Material. Et donc, si ça va être voté, potentiellement, il va falloir se mettre dans cet ordre de marche. Donc, mes préconisations, n'attendez pas le vote du Cyber Resilience Act pour générer vos Software Bill of Material. Vous avez vu que si vous utilisez des outils externes, ça peut se faire très rapidement, très facilement. Vous les mettez dans un Artifactory, c'est des petits, c'est des JSON plutôt pas lourds, et vous serez, au moins vous les aurez sous la main. Optez plutôt, ça c'est ma préco, hein, pour CycloneDX. Je pense que vous l'aurez compris, mais ils sont vraiment dans une autre philosophie qu'SPDX, et ils ont encore plein de features, sur qui vont arriver aussi sur les Software Bill of Material, enfin sur les Bill of Material. Couper scan de dépendance et conteneur. Et en option, déployer des dependency tracks, bien sûr, pour exploiter tout ça. Merci beaucoup. Désolé pour la démo. Voilà, donc vous pouvez me laisser un feedback, et vous avez les slides à gauche. À gauche? À ma gauche. Oui. Hmm. Ouais. Non. Oui. Oui, en fait, donc la question c'est, est-ce que Dependency Track permet, est-ce que vous pouvez l'intégrer dans votre CI et lui dire, ok, analyse-moi ça maintenant, voir s'il y a des vulnérabilités pour péter. Mais en fait, c'est comme un peu ce que je disais au tout début, c'est que tu as des outils qui le font déjà. En fait, par exemple, si tu utilises Strivey de GitLab, il sort les CVE en même temps que le Software Bill of Material, et donc du coup, tu peux couper le pipeline avant, quoi. Oui. Alors la question c'est, est-ce que le SBOM devrait être commité dans un repo, dans le repo du code source? Pourquoi pas? Ça me choque pas. Alors c'est pareil, en fait, il y a une petite, en fait, il y a des entreprises, elles se disent, mais oui, mais moi c'est ma propriété intellectuelle, j'ai pas envie de dévoiler les dépendances qui sont. Donc, de toute façon,
la loi, c'est pas de dire dès que vous sortez, c'est sur le site internet, vous téléchargez le logiciel, là, il y a le SBOM à côté. C'est que les clients, vos clients, peuvent vous le demander. Ouais, mais du coup, moi, ça me choquerait pas. Tu peux le stocker dans ton repo. Après, il faut voir, en fait, faut voir l'usage, mais c'est peut-être un peu plus compliqué d'aller le pousser dans. Enfin, ouais, pourquoi pas. Ça me choque pas. C'est terminé. Merci.